Bonjour, Monsieur Tabapsi. Oui, merci de nous accorder un moment en marge de ce colloque à Yaoundé sur la thématique des retours, organisé par le collectif donc éponyme aussi, Retour. Alors, pour commencer cet entretien, nous avons envie de savoir quelle est votre position sur la terminologie qui convient dans ce type d'exercice intellectuel. La question de fond dans cette problématique du retour est celle de la mémoire historique en réalité, c'est-à-dire que mémoire en tant que patrimoine, pas forcément immatériel cette fois-ci, puisqu'on parle du retour des artefacts, des objets dits d'art, qui sont eux-mêmes porteurs d'histoire, donc porteurs de mémoire. Et d'identité, bien entendu. La question est donc là. Je crois que pour lancer le débat, précisément pour l'introduire, comme c'est en train d'être fait depuis 3 jours, les termes sont... Parce qu'il y a retour, restitution, rapatriement, voilà. Oui, je voulais dire que les termes sont relativement justes pour introduire le débat sur la question. Mais non, on peut être extrêmement prudent. On a même un devoir de prudence. Vous savez que le rapatriement des objets, quand on en parle, on fait allusion aux objets physiques. Or, les objets ne sont pas que physiques. Donc maintenant, c'est pour ça que la question de la terminologie est importante, parce qu'il y a des référentiels qui sont liés aux termes, qui sont des mots inducteurs dans la construction de cette problématique, en fait. On rapatrie des êtres humains. Vous voyez, le retour, on ne parle pas des oiseaux qui seraient en train de faire d'une migration. Donc, vous voyez que c'est complexe. Je pense que la restitution, ça veut dire qu'on remet les choses dans un ordre qui doit être celui qui convient pour qu'on comprenne très bien de quoi est-ce qu'il retourne. Chaque thème renvoie à d'abord une disposition mentale précise et structurellement à une démarche précise aussi. Donc je disais, c'est pour ça que c'est difficile de répondre directement à votre question, parce que pour ceux que je suis, les termes employés sont, je vous ai dit, relativement justes pour introduire le débat. Je parle bien de l'introduction du débat. Bon, maintenant, on peut aller dans des conceptions épistémologiques beaucoup plus complexes. Vous savez, on parle de vie, On va etc. Après avoir évacué cette question de la terminologie, en prendre une autre, qui est celle de l'historicité même de ce qui est en train de être fait. Parce que la question des retours des restitutions ne se pose pas comme maintenant. Vous qui êtes historien, vous savez que la question est ancienne. Alors, est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'on est dans une sorte d'antienne qui revient à chaque fois, et comme une sorte de serpent qui se mord la queue? Non, peut-être pas un serpent qui se mordrait la queue. La question, je vous l'ai dit, elle est liée à une problématique de mémoire. C'est pour ça que n'importe qui, c'est pour ça que chacun d'entre nous est susceptible de la tirer de son côté. On nous a fait lire des extraits des cinéastes des années camerounais des années 60 qui posaient déjà la question. Donc c'est dire que la problématique n'est pas nouvelle. Lors du célèbre colloque sur les arts nègres à Dakar, en 1966, avec les Senghor et tout ce que vous connaissez, Angel Benven, Payan Londo et tout le reste, bien entendu, Jean-Baptiste Obama. La question s'était déjà posée de manière transversale. Parce qu'au colloque nègre, c'est d'abord question de réaffirmation d'une personnalité, dite nègre. Et bien entendu, il y a le soubassement de la colonisation qui va forcément amener à avoir ce type de questionnement, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un phénomène qu'on appelle la colonisation qui, en fait, crée cette situation, qui engendre, très exactement, merci, qui engendre cette situation, des objets qui seront pris un peu n'importe comment, qui auront une autre vie ailleurs, ça mettra le temps que ça pourra mettre, et qui aujourd'hui, on pense qu'il faut qu'il revienne. La décision est politique, en fait. La décision qui fonde le retour de ces objets est politique.
Voilà, moi justement sur cette question, j'ai envie de vous demander, en tant qu'historien, on voit bien que la question est mise dans l'agenda de la réflexion par le politique. Absolument. Vous, en tant qu'historien, percevez-vous cette mise en question ou en procès de la problématique de la restitution par le politique est la meilleure approche pour adresser la question? Disons que c'est une approche parmi tant d'autres, mais personnellement, puisque vous m'interpellez de manière directe, on aurait peut-être pu introduire le débat autrement. C'est-à-dire que les penseurs, les universitaires, les chercheurs auraient pu, a priori, s'accaparer de la problématique. Vous savez que c'est une problématique en réalité qui n'appartient, j'ai envie de dire, à personne, sinon d'abord aux politiques, parce que, voilà, ni encore moins l'exclusivité. La question de la colonisation et la question mémorielle qui en est subséquente sont des problématiques éminemment politiques. Donc, tel que ça se passe, j'ai envie de dire que c'est une logique formelle qui structure ce que nous avons aujourd'hui. Mais non, il n'est pas exclu qu'en fonction des disciplines, que chacun adresse la question. Vous savez qu'en fonction des disciplines, on a une perception de la chose du retour qui est tout à fait différente en fonction des démarches disciplinaires, des démarches pluridisciplinaires ou transdisciplinaires. Je vous ai dit que le retour de l'objet est quelque chose de matériel et d'immatériel aussi. Donc, à cause de cette nature ambivalente, il faut que les disciplines adressent la question en fonction de leur propre démarche. Maintenant, il faudrait que ceux qui sont les concernés au premier chef, c'est-à-dire ceux qui sont censés réceptionner ces objets, prennent les devants de la réflexion. Prennent les devants de la réflexion et mettent en place un agenda avec des canevas qui permettent de s'approprier de cette question. C'est un peu comme ça. Et de l'habitude. Prise en charge de questions, nous sommes là depuis 3 jours sur une manière de prendre en charge cette question par le collectif Retour. Alors, vous avez participé à des ateliers depuis 3 jours, alors à brûle pour point. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? La question crée des réactions fécondes. C'est la première des réactions qui me vient. Vous avez dit à brûle pour point, j'essaie de vous répondre à brûle pour point aussi comme cela. Ça crée des questionnements qui sont féconds et qui sont davantage fécondables dans la mesure où on constate que nous ne sommes pas dans un long fleuve tranquille en réalité. Les débats, les échanges que nous avons eu hier au Goethe Institute avec beaucoup de passion, ce qui est tout à fait normal, l'ont démontré à suffisance. Et je voudrais justement, sous votre contrôle, puisque vous étiez dans la salle, vous rappeler que l'une des questions qui paraissait anodine, qui paraissait innocente comme cela, c'était quelle est l'histoire sur laquelle on a adossé la construction du citoyen camerounais. Vous savez, l'histoire a un côté, l'histoire et son enseignement ont un côté civique en fait. Et c'est peut-être la rare des matières qui a cet aspect-là, qu'on enseigne depuis l'école primaire et qui a pour objectif de structurer le citoyen qu'on aura demain. Et justement, cette question était intéressante à mon avis. C'est un atelier que j'ai d'ailleurs modéré, parce qu'il faudrait que le citoyen à qui s'adresse cette problématique, tous ces débats, soit à même de réceptionner le débat. Or, il ne pourrait le réceptionner que s'il en a. Il a les outils, il a les capacités, bien entendu, mais qu'il a les outils intellectuels qui lui permettent de comprendre qu'il y a problème à ce niveau, qu'il y a problème à ce niveau ou pas. Et c'était très intéressant. Donc, l'une des choses, c'est que les questionnements sont féconds, ils sont davantage fécondables dans la mesure où, ça c'est le deuxième point, il faudrait que plusieurs disciplines, enfin les disciplines de sciences sociales pour faire simple, ça s'approprie de ces questionnements. On a une équipe, le collectif Retour, c'est des chercheurs européens et africains, bien entendu, de disciplines diverses. Sociologie, archéologie, anthropologie, etc. Enfin, c'est des disciplines de sciences sociales.
et humaine. Or, pour ce que je peux constater de manière empirique, c'est qu'à notre niveau ici, on n'a pas l'impression qu'on a la même, comment dire, le même émiettement disciplinaire, que les gens se sont appropriés de la question et en ont une conscience angoissée, comme disait quelqu'un. C'est-à-dire qu'on comprenne qu'il y a problème à ce niveau et qu'il faut qu'on qu'on mette en place des canevas de réflexion parce que la question ne peut pas être résolue du jour au lendemain. Vous savez qu'il y a un problème de tout au moins une question, un aspect structurel qu'il faut mettre en place. Ces objets y reviendront. Il faudra bien les mettre quelque part. Et quand bien même il faudrait les mettre quelque part, il faudrait qu'il y ait des gens qualifiés pour pouvoir faire toute la maintenance qu'il faut tout autour et penser certainement une politique, j'allais dire un embranchement de politique publique du tourisme pour faire fructifier tout cela. Donc c'est une chaîne de compétences qu'il faut mettre en place et je n'ai pas l'impression, les travaux se poursuivent, on sera à Banjul demain, peut-être que, parce que Banjul c'est davantage concret, structurellement justement, et là ça, justement on pourra peut-être avoir une réflexion qui irait dans ce sens-là. Vous savez, les pays européens sont davantage connus pour leur résonance culturelle. On parle de la France, on peut parler des États-Unis. C'est davantage de résonance culturelle, c'est pas le foot. Le foot n'existait pas à l'époque de la Renaissance ou du Quattrocento européen. Donc, restons, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ceux qui défendent le football, ça c'est pour être méchant, restons modestes. Et je pense que on a eu des questionnements féconds, il faut continuer la réflexion en fait. De la vie des objets, de la façon dont il faut la structurer, il faut se structurer soi-même pour les recevoir. Alors, la problématique, pendant le colloque, il y a eu cette problématique de ces objets-là comme archives. Et de ce point de vue-là, c'est un élément qu'on oublie parfois dans la problématique de retour. Vous, en tant qu'historien, par rapport aux objets comme archives, comment vous percevez cette articulation objet-archive dans le cadre des retours? Forcément, les artefacts sont en soi porteurs de mémoire dans des objets à archiver, des objets d'archives. Ça, c'est clair. Maintenant, vous savez, là, il faut savoir interroger l'archive. Parce que là, vous avez une archive qui est a priori muette, puisqu'il ne s'agit pas d'une archive humaine, sonore humaine. Elle ne parle pas, elle est en tant que représentation physique dans un espace donné. Donc, ma position est qu'il faut construire une réception critique en fonction du type d'archive, du type d'objet, autrement dit, il faut construire une posture de réception critique. Parce que ce n'est pas des archives, j'allais dire au sens classique du mot. Ce n'est pas des archives au sens classique du mot, encore qu'on a certainement des vieux manuscrits, des grimoires qui nous reviendront, ça on le souhaite. Maintenant, il faut construire cette posture. Alors comment allons-nous la construire? Comment cette posture se construit? Et je pense que les débats qu'on a dans ce colloque depuis le début structurent de manière inconsciente mais progressive. De manière inconsciente mais progressive, le profil type de celui ou de celle qui serait susceptible de les recevoir. Recevoir, je mets entre griffes bien entendu. Il y a un outillage, il y a une posture intellectuelle, une mentalité qu'il faut avoir. Vous savez qu'on a des objets qui sont identitairement très marqués. On parle du trône de la canne, du chapeau de don. C'est identitairement très marqué. Comment allons-nous recevoir ces objets? Il y a une posture qui doit être construite aussi bien à travers des initiatives comme celle de ce colloque, mais aussi à travers des initiatives intramuros qui nous sont propres ici, parce que c'est une question, comme je vous le disais tantôt, c'est une question de mémoire. Donc c'est une question qui est éminemment politique. Il faut construire le sujet, épistémique qui va recevoir cela et qu'il sache ce qu'il va en faire en fait. Donc, et ça nous amène à une autre question, si on reste sur la dimension de l'archive. Parce que dans ces objets, cette archive-là
se trouvent des ossements humains. Reste humain ne semble pas être la terminologie appropriée aussi, mais disons des ossements humains. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Européens s'intéressaient à ramener chez eux des ossements humains? On peut se demander, on peut comprendre pour les objets, mais des ossements humains. Pourquoi? C'est une question bien complexe. C'est une question bien complexe. Parce qu'il faudrait savoir comment est-ce qu'on arrive à ossements humains. Est-ce que ce sont des individus qui auraient été déportés et qui décèdent des individus forcément puisqu'on a gardé le reste? Non, moi je précise que dans ce cadre-là, par exemple dans le colon, on a eu un compatriote ancien de Tribi, dans la zone de Tribi, qui a été tué pendant les guerres contre l'occupant et dont la tête, après qu'on l'ait tué sur le champ de bataille, a été emportée en Allemagne. On peut se poser, est-ce un fétichisme? On peut se poser cette question. C'est ce type d'ossement. Mais bien entendu, vous savez, le fétichisme n'est pas uniquement noir ou nègre ou africain. J'ai même l'impression, regardez les civilisations précolombiennes. Oui. Regardez les civilisations, je ne prends que cet exemple, regardez les civilisations précolombiennes. Si on parle de fétichisme, le fétichisme serait un euphémisme en fait. Il y a tout ça pour dire l'être humain a un rapport avec, j'ai envie de dire, l'os qui est particulier. Ici, dans ce pays, au Cameroun, on a un rapport particulier avec les crânes de nos parents, de nos ancêtres, etc. On a un rapport qui est tout à fait particulier, qui est un rapport religieux, rituel, qui est même charnel. Vous savez qu'on vit avec les crânes sous le lit, etc. Donc, on peut comprendre, c'est une lecture, hein, il y en a d'autres, on peut comprendre ça ici. Ça, c'est bien. La deuxième est... l'humiliation? Peut-être pas, on va peut-être arriver à ça, parce que j'essaie de stratifier. L'autre lecture serait que si vous avez eu à vaincre un grand conquérant, ces restes ne sont pas innocents en fait. Ces restes ne sont pas innocents. Vous savez qu'il y a la tête. On ne vous a pas dit que c'était le fémur de tel chef. On a dit la tête, qui est un peu, pour les civilisations dites occidentales, la tête est le point névralgique. Or, chez les Africains, c'est le ventre, c'est le cœur. Parce que quand on dit le cœur, c'est le ventre en fait. C'est le ventre. Donc, on pourrait spéculer là-dessus et dire que peut-être que ceux qui ont pris la tête n'ont pas pris ce qu'ils auraient dû prendre. On peut spéculer là-dessus. Donc, il y a ce fétichisme, et ça revient à la question du fétichisme. C'est peut-être pour aller exorciser le mal qu'on a eu à conquérir, à vaincre, à conquérir l'espace de cette personne, à vaincre cette personne en dernier ressort. C'est possible. Ça aussi, c'est notre lecture. Une autre lecture, donc, pour coller davantage à la réflexion qui a cours avec l'initiative Retour, c'est transformer les objets gagnés sur des champs de bataille en actifs, j'ai envie de dire en actifs économiques, pourquoi pas, et qui seraient des lieux, des objets qu'on expose et qui sont rentabilisables parce qu'on paye pour aller voir. Oui, non, il y a toutes ces lectures. Je pense que rien n'est innocent là-dedans. Rien n'est innocent. La dernière lecture que vous faites nous permet d'aller dans une autre direction de cet entretien, qui est celle même de la réparation financière de ce type de... Vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui estiment que, peut-être que j'en fais partie, qui estiment que toutes les catastrophes qu'ont enduré les Noirs depuis, disons, une dizaine de siècles, n'ont pas été réparées financièrement, contrairement aux catastrophes d'autres peuples. On se souvient que la Shoah, par exemple, là, il y a eu un chèque pour la Shoah. Mais il n'y a pas eu un chèque ni pour l'esclavage, ni pour la colonisation, ni pour l'apartheid, et encore moins non pour les restitutions. Alors, quelle est votre réponse à cette inquiétude où on ne fait qu'aller de chèque en échec par rapport au chèque? Je voudrais commencer par la conclusion de mon propos. Il y aura réparation. Parce que ça fait partie de l'ordre normal des choses. Vous savez,
l'Allemagne continue à payer aujourd'hui pour les déportations. Je dis bien aujourd'hui. Maintenant, je reviens à la question dès le début. L'une des choses qu'on doit bien garder à l'esprit, c'est que si vous parlez de colonisation, il y a eu plusieurs types de colonisation en Afrique. Vous avez la colonisation, on en parle toujours beaucoup, transatlantique. Plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Vous avez la colonisation transaérienne, dont on ne parle pas beaucoup, qui est autant de temps. Jusqu'au problème de colonisation et de décolonisation, je vous laisse faire le décompte. C'est bien plus. Non, c'est bien plus que ça. Je vous laisse faire les décomptes. Et éventuellement, des débuts de bilan. Je dis éventuellement des débuts de bilan. Donc la question est complexe parce que les réalités historiques que ces phénomènes adressent sont extrêmement anciennes. Il faut faire le procès de tout ça. Le procès de Nuremberg s'est fait très vite, vous voyez, et ça n'a rien à voir avec ce que vous dites, ce à quoi renvoie votre question. Il faut faire le procès, en réalité, ça c'est le deuxième aspect de ma question. Il faut faire le procès, après le temps long, il faut faire maintenant le procès de toutes ces situations, qui sont des situations déshumanisantes au mieux, et déshumanisantes au mieux. Il faut en faire le procès. La troisième des choses, c'est que, comme je le disais tantôt, ce sont des décisions au-delà des forts aspects culturels sur lesquels ces réalités s'adossent. Ce sont des questions politiques en réalité. Ce sont des questions politiques en réalité. Vous parliez de la Shoah, c'est des questions éminemment politiques. C'est des questions éminemment politiques. Or, quand vous regardez comment l'Afrique se structure autour des années 60, les frontières qui deviennent légitimes et tout le reste, et les traditions politiques dans lesquelles s'inscrivent les pays qui auront été soit colonisés par la France, soit par des pays anglo-saxons, etc. Vous voyez qu'on s'est inscrit sur des trajectoires politiques, des trajectoires et des traditions politiques qui vont pratiquement déstabiliser les stos socio-anthropologiques de nos pays. Du coup, il y a des pays qui ne seront pas fondés, mais qui seront très peu enclins à engager ce genre de discussion pour des questions historiques et de connexions extrêmement complexes. Mais je vous le dis, réparation il y aura parce que ça fait partie de l'ordre normal des choses. On ne peut pas avoir été autant, c'est pas possible, on ne peut pas avoir été autant spolié je vous parle de siècles, on ne peut pas avoir été autant spolié. Bien sûr, avec la complicité intramoureuse d'un certain nombre d'Africains, on connaît l'histoire de quelqu'un comme Tipu Tip, par exemple, c'est connu. On ne peut pas avoir été autant spolié, on ne peut pas avoir été... Vous avez parlé de l'apartheid, justement. Vous voyez ce qu'est devenu, ceux qui ont parlé des pays de la ligne de front à l'époque, qui n'existent plus. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille jusqu'aujourd'hui. Il faudra faire ce ça aussi, c'est une question politique dont notre leadership politique jusqu'à maintenant n'a pas encore intégré ça comme une priorité pour la satisfaction générale. Ça, c'est maintenant. Les problèmes sont peut-être, les priorités étant peut-être ailleurs, question de développement et tout le reste. Mais cette question, il faudra l'adresser un jour. Sur l'une des questions qui revient sur la problématique du retour est celle de l'inquiétude des possédants, nouveaux possédants des objets, de voir les objets être maltraités, etc. Et il y a beaucoup, on a suivi par exemple notre colloque, des gens qui estiment, enfin beaucoup de gens, certaines voix se sont levées pour estimer la chose, puisqu'on a des retours des choses. Si vous me prenez ma chose, et que je vous demande à le restituer, vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que je vais en faire. Ce que je vais en faire relève de ma discrétion personnelle. Vous n'avez pas à vous aider. Sauf d'autant plus que vous l'avez pris de force et que vous l'avez exploité pendant X temps. Alors vous, en tant qu'historien, vous pensez que c'est là un raisonnement recevable? Vous savez, le temps a la capacité de diluer les passions. Seulement, ce même temps fossilise dans les esprits ce qu'on ne devrait pas oublier en fait. Vous savez, l'esprit, c'est deux choses. La rétention et l'oubli.
il y a le temps entre les deux. Or, ce à quoi vous faites allusion est quelque chose, vous parlez de mémoire, c'est quelque chose qui s'adosse sur l'impossible capacité d'oublier. On ne peut pas oublier qu'on a pris et c'est parti. Quelles que soient les conditions dans lesquelles ça a été pris et c'est parti. Maintenant, le débat sur qu'est-ce que vous allez en faire, est-ce que vous êtes capable de... Je ne pense pas qu'il soit légitime. Je ne pense pas qu'il soit légitime à partir du moment où on pense politiquement, la décision étant politique, on pense politiquement qu'il faut restituer, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer à qui? À qui de droit? Vers qui de droit très exactement? La question ne devrait plus se poser. Vous avez là des réactions, des désespoirs. Parce que vous n'êtes pas sans oublier que beaucoup en ont fait un fonds de commerce fructueux sur de très très longues années. À partir de ce moment, on ne l'a plus. Vous ne pouvez pas vous... C'est un capital en fait. C'est un capital économique. On ne peut pas s'en séparer comme ça. Il y a un manque à gagner. Il faudra réfléchir sur... Et puis c'est des questions qu'on pourrait adresser même aujourd'hui. Quel est le manque à gagner? Éventuellement, on peut faire des simulations sur tous les grands musées qu'on connaît en Europe. Donc je pense que cette question, cette attitude, l'attitude du désespoir en réalité, mais elle ne devrait pas s'opposer. Donc je dois aussi à la vérité dire qu'il y a d'autres voix aussi qu'on a entendues pendant le colloque qui relèvent de ce que certaines institutions en Europe, notamment pour ne pas la citer, le musée d'Angoulême, sont dans un processus de retour bien avant le discours du président Macron. Nous avons des artefacts qui viennent du pays Fak, au nord du Cameroun. Nous voulons les restituer depuis, mais nous n'avons devant nous qu'un mur de silence de la part du Cameroun. Alors, il y a ce type d'aventure aussi dans la question de réforme. En Allemagne et aux Pays-Bas aussi. On n'adresse pas suffisamment. Alors, vous, comment vous analysez ça? C'est simple. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Vous savez, on a l'Africain en règle générale, et le Camerounais en particulier, a mal avec sa mémoire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tout le monde en parle, mais personne ne fait rien pour que ça devienne effectif. Pourquoi? Parce qu'on a mal avec notre mémoire. On a un rapport assez ambigu avec tout ce qui nous concerne et qui structurellement nous construit. On ne peut pas être dans une démarche comme celle-ci et ne pas actionner tous les leviers qui nous consacrent effectivement comme demandeurs. C'est ça un gros problème. Et c'est peut-être lié à un manque de politique publique qui est culturel, qui est diplomatique, qui est économique, tout au moins ces trois grands segments. Lors de ce colloque, vous n'avez pas vu les représentants institutionnels venus aussi bien des relations diplomatiques, de l'économie et de la culture. Être là, participer à ces échanges, faire des propositions, recueillir un certain nombre de propositions pour construire une force de proposition, justement, parce que la question que vous posez renvoie à la faiblesse, sinon l'absence d'une véritable force de proposition. Et ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas un vrai contre-discours sur la question. Enfin, un discours qui a été bâti culturellement sur la question. C'est ça qui fait en sorte qu'on ait mal à notre mémoire. Je ne parle pas d'histoire, à notre mémoire, c'est-à-dire ce qui nous fonde comme être humain finalement, quand on n'est plus. Vous savez, c'est vous qui donnez une histoire à vos enfants, c'est pas l'inverse. On arrive, il y a une vacuité dans ce sens. Et machinalement, on continue et on continue. Or, aujourd'hui, ces questionnements nous rattrapent. Il y a un aspect dans votre question, peut-être que vous ne l'avez pas senti, qui est que je détiens des objets qui ne sont pas les miens. Et je pense qu'il faut les restituer des siècles aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, quand vous avez ce qui ne vous appartient pas, surtout quand vous en êtes conscient, même si ça a été acquis de haute lutte, ou bien on l'a acheté, vous éprouvez toujours une sorte de gêne. Quoi qu'on dise. Et on peut être cynique là-dessus en disant que bon, ça a été suffisamment économiquement, sur le plan économique, exploité. Bon, maintenant on peut passer à autre chose. On peut faire cette lecture. Et elle est
elle est même difficilement attaquable. Elle est difficilement attaquable. Maintenant, la question de qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui, c'est une grosse question. Oui, et ça m'amène à une autre question qui va nous permettre de sortir de cet entretien, c'est la question de what next. Maintenant que depuis 5 ans on discute de restitution, on ne voit pas beaucoup d'actions concrètes de restitution, vraiment tout au moins à grande échelle. Alors vous, comment vous envisagez, vous entrevoyez la suite de cette problématique-là qui articule à la fois le nord et le sud du point de vue géographique? Je vous le dis d'emblée, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut bien garder à l'esprit à mon sens. Les intellectuels font leur travail. On en a la preuve aujourd'hui. Les intellectuels font leur travail. Ils adressent des problématiques. Ils mettent en place des équipes pluridisciplinaires, transdisciplinaires, tout ce que vous voulez. Ils cherchent des petits financements. Ils font du terrain et ils produisent. Et cette production se retrouve sur la table de qui de droit. Maintenant, les politiques, ça c'est le côté des intellectuels. Les politiques, les intellectuels avec toutes les limites qui pourraient être les leurs, les biais, tout ce que vous voulez, ils sont en action. Maintenant, le politique, je dis bien le politique, qu'est-ce qu'il en fait? Quand vous regardez l'agenda, j'ai envie de dire des relations internationales aujourd'hui qui sont adossées sur la guerre en Ukraine, la question des rapatriements, ça n'intéresse pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça, c'est pas l'ordre du jour. C'est la question ukrainienne avec toutes les conséquences et la mise au banc de l'OTAN et tout le reste. C'est ça qui occupe les esprits aujourd'hui. Vous avez peut-être des événements qui viennent comme ça parce qu'ils sont programmés sur le temps, comme la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, mais ça met le temps que ça met. Encore que je vous fais observer que c'est des événements qui ont un fort aspect folklorique, dont on a des artefacts qui vont monter, qui vont descendre parce qu'il faut exposer la puissance culturelle des pays qui y participent. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, c'est le politique qu'il faut laisser. Je pense que les intellectuels, pour faire une proposition, devaient être beaucoup plus agressifs. Une fois les joutes terminées, ils devaient être beaucoup plus agressifs que ça. Au besoin qu'ils deviennent militants, qu'ils deviennent des intellectuels activistes, des chercheurs activistes, parce que il faut que ça change. Il faut que ça change. Pas que ça bouge seulement, il faut que ça change vraiment. On a là une véritable problématique qui pourrait transformer les pays. Vous savez qu'en Afrique de l'Ouest notamment, une zone que vous connaissez très bien pour l'avoir parcouru plusieurs fois, les politiques publiques en matière de questions de mémoire, de questions mémorielles, sont beaucoup plus agressifs que ce qu'on a dans le centre de l'Afrique tout au monde. On construit des musées, on fait ce qu'on peut. Donc moi je pense que les intellectuels devraient être beaucoup plus agressifs. Et ça c'est une question qu'on doit travailler en tandem, les intellectuels du Nord et ceux du Sud. Parce que comme je le disais dans mon atelier hier, l'histoire du Cameroun avec la France, l'Allemagne d'abord, 32 ans de colonisation, la France depuis 1916, etc. En réalité c'est une question, une relation, pas une question, qui en fin de compte se transforme en une relation d'amour. Les guerres, les colonisations, c'est fini. Mais le passif est là avec ses conséquences. Donc, on ne peut pas éternellement penser qu'on ne peut pas en tirer quelque chose de bien. Je crois qu'il est temps, et c'est pour ça qu'on devrait être beaucoup plus agressif pour que les résolutions qui sortiront, par exemple d'un travail de haut niveau, j'insiste là-dessus, comme celui qui a commencé au Cameroun il y a deux jours, se transforme en une action politique forte. Et qu'on adresse ça aussi bien les deux chambres qu'on a dans ce pays et même à l'extérieur. Vous savez très bien, par exemple, je termine par là, l'action d'une dame politique comme Madame Taubira sur ces questions. C'est ce que je suis en train de... C'est ce que je suis en train de dire justement. Il faudrait que les intellectuels, que les hommes politiques africains et camerounais s'inspirent de la posture du courage.
du courage politique de Mme Taubira. Et peut-être là, les choses vont commencer à changer. Merci. Donc, je crois que c'était bien défini par cette action-là qui a abouti, je le rappelle, en mai 2001, à une loi qui porte le nom de Christophe Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage par la France comme crime contre l'humanité. Absolument. Alors, merci de votre attention. Donc, on va remercier notre spécialiste du jour, merci. Joseph Onan-Tchama, historien et puis chercheur à la Fondation pour la géopolitique géopolitique en Afrique centrale. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.